Montréal, octobre 1970. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Mais le peuple francophone du Québec a entretenu avec ténacité la culture française, n'oubliant jamais que le Québec pourrait un jour devenir un État francophone, séparé et libre de toute domination extérieure. Et personne n'a été plus tenace ni plus solidement implanté au Québec que l'Église catholique. L'Église combattait l'assimilation, tout en travaillant avec les Anglais, et elle appuyait des hommes politiques québécois tels que le premier ministre Duplessis. Duplessis était un esprit autoritaire, un défenseur du statu quo, un nationaliste québécois. Il était aussi un ami inconditionnel de l'industrie privée qui vendait les ressources naturelles du Québec aux intérêts étrangers. Les affaires prospéraient en anglais. Les Québécois francophones demeuraient un peuple d'agriculteurs, pauvres et soumis. Mais au cours des années 40 et 50, les travailleurs exploités du Québec commencèrent à réclamer le droit fondamental de faire la grève. Ils reçurent l'appui de certains intellectuels comme Pierre Elliott Trudeau, qu'on voit ici portant le short, et d'organisateurs syndicaux tels que Michel Chartrand. Les mineurs se liguèrent solidement contre les puissances qui contrôlaient et exploitaient le Québec. Le Québec avait connu une industrialisation rapide au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il assistait maintenant à la naissance subite du syndicalisme. À Murdochville, les manifestants furent attaqués du haut des collines par des briseurs de grève engagés pour les intimider. Ces premières luttes suscitèrent un mouvement de sympathie à travers tout le Québec, ainsi qu'au Canada anglais, qui avait connu de semblables affrontements sanglants au cours des années 20. C'était le commencement d'un véritable bouleversement social. Les Québécois sentirent que le changement était à portée de leurs mains. La mort de Duplessis en 1959 ébranla les pouvoirs établis et ouvrit la voie à la Révolution tranquille. Sous le régime du premier ministre libéral Jean Lesage, le Québec vécut une flambée d'enthousiasme et prit sa place au sein de l'Amérique du Nord moderne. Les forces traditionnelles cédaient vivement le pas au progrès du XXe siècle. L'éducation, l'industrie, les sciences, les arts et le climat social tout entier s'agitaient au Québec, secouant le vieux manteau d'un isolement séculaire. Encouragés par un certain René Lévesque, les libéraux québécois décidèrent qu'il était temps pour le Québec de contrôler ses propres ressources. La deuxième course électorale de Lesage fut centrée sur la nationalisation de l'électricité. Il l'emporta aisément et l'Hydro-Québec prit le contrôle de tout le réseau hydroélectrique. Au même moment, le Canada devient la cible du Québec. On critique les dépenses que le gouvernement fédéral fait des impôts québécois. On s'élève contre le fait qu'un hôtel de Montréal qui appartient au gouvernement prenne le nom de la reine. On conteste l'ingérence du fédéral dans les communications au Québec. C'est le début de la présente vague de séparatisme. Plus de 80% des Québécois parlent le français. Et les séparatistes veulent que le Québec devienne une nation francophone indépendante. Ils croient que même sous un vernis français, ce sont les Anglais qui possèdent l'argent, le pouvoir et la puissance. La gendarmerie royale est la police du gouvernement fédéral. Elle apparaît aux Québécois comme une autre preuve que le Québec est contrôlé de l'extérieur. À la tête des séparatistes, on retrouve des gens comme Barbeau, d'Allemagne et Pierre Bourgault. Un groupe de fédéralistes québécois s'oppose aux séparatistes. Ils ont aussi combattu pour le Québec longtemps et avec ardeur. Pierre Elliott Trudeau et ses confrères croient en un Québec fort et progressif au sein de la Confédération canadienne. Ils avaient participé, comme les séparatistes, à la lutte contre Duplessis. Mais maintenant, leurs actes et leurs écrits déclenchent un affrontement avec les séparatistes, lequel dure toujours. Le président Gordon des chemins de fer du Canadien national avait déclaré que trop peu de Canadiens français avaient assez de compétences pour devenir des cadres supérieurs.
Sa déclaration mit en colère la population francophone qui, depuis des siècles, voyait les meilleurs postes toujours confiés à des Anglais. Les manifestants font clairement savoir au Canada que le Québec n'acceptera plus jamais une telle discrimination. En 1963, des extrémistes ont recours à la violence. C'est la naissance du FLQ, le Front de libération du Québec. La première cible des terroristes fut l'endroit même où Wolfe s'était cru victorieux. Les bombes du FLQ étaient parfois découvertes et désamorcées à temps. Mais quand ce jeune homme déposa une bombe dans une poubelle dans la ruelle qui est derrière ce bureau de recrutement de l'armée, un vieil homme du nom de Wilfred O'Neill sauta avec elle. On lui fit des funérailles militaires, mais aucun homme politique ne s'y présenta. Le revenu national, le quartier général de la GRC, les chemins de fer du Canadien national, la salle d'armes des Black Watch, l'aviation royale du Canada, le monument à la reine Victoria, la manufacture de chaussures La Grenade, l'aréna Paul Sauvé, la Dominion Textile, le club de réforme, la Standard Structural Steel, Eaton's, Murray Hill, Chambly Transport, l'Hôtel de Ville de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, le ministère québécois du Travail, l'armée canadienne, la Bourse de Montréal, l'imprimeur de la Reine, le Château Frontenac, Industrial Acceptance Corporation, la Maison du maire Drapeau, le Collège Loyola, l'Université McGill, la Banque de Montréal et d'autres endroits furent dynamités. En 7 ans, 6 personnes trouvèrent la mort. Mais Walter Leja survécut à l'explosion de cette bombe qu'il tentait de désamorcer dans une boîte postale à Westmount. En 1964, la reine visita le Canada. Elle fut bien accueillie par les Canadiens anglais comme faisant partie de leur héritage culturel. Mais aux yeux de beaucoup de Canadiens français, elle était le symbole de la domination britannique. Lors d'un rassemblement du parti séparatiste aérienne, le nouveau président élu, Pierre Bourgault, dénonça sa présence au Québec. Se rendant compte encore une fois qu'au Canada, les droits et traditions des Anglais étaient mieux protégés que ceux des Français, c'est une foule enragée et prête à tout qui descendit dans la rue. Mais c'est seulement le lendemain matin que la manifestation s'envenima. Les séparatistes affrontèrent les policiers, en ce jour qu'on appelle depuis le samedi de la matraque. Le ministre de la Justice, Claude Wagner, un libéral partisan de la loi et de l'ordre, nia toute brutalité policière. Et nous n'avons pas vu de victimes. L'année suivante, en 1965, la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme déclara que le Canada traversait la crise la plus grave de son histoire sans même le savoir. Je suis tout à fait convaincu que le séparatisme va disparaître. Si on ne le comprend pas à temps, je ne peux pas dire ce qui va se produire. Mais le premier ministre Pearson savait depuis longtemps que le séparatisme était le signe d'une crise profonde. Et c'est dans le but de protéger l'unité canadienne qu'il persuada 3 des plus importants leaders québécois de joindre les rangs du Parti libéral fédéral. Disons, il me paraît important que tous ceux qui peuvent le faire au Canada français puissent travailler à la solution de ce problème et aussi assurer une présence, une nouvelle présence, si vous voulez, à Ottawa. Le Parti libéral, d'abord, s'est rendu acceptable en réformant ses structures, en commençant de se démocratiser. Mais, surtout, c'est le seul grand parti qui a, à l'heure actuelle, le désir exprimé et les moyens d'apporter des solutions aux problèmes qui, moi, me préoccupent et d'apporter ces solutions dans les échéances qui sont celles de la réalité et qui ne sont pas celles qu'on choisit. Et je suis venu à la conclusion, personnellement, que ce parti-là était susceptible d'accueillir le genre d'idées que je veux y préconiser,
Et je croyais aussi que le genre d'action que je vais y exercer serait possible. À l'opposé, on retrouve les séparatistes Charles Gagnon et Pierre Vallière, les théoriciens du mouvement felkiste. Recherchés par la police canadienne, ils allèrent manifester à New York, devant les Nations Unies, dans le but de faire connaître leur cause au monde entier. Ils sont tout de suite arrêtés par les Américains et rapatriés illégalement au Canada. Il leur faudra plus de 3 ans pour obtenir d'être relâchés sous cautionnement. En 1966, le parti séparatiste RIN tente sa chance aux élections. Pierre Bourgault est à la tête du parti. De façon inattendue, le vote conservateur marque la fin de la Révolution tranquille en réélisant le vieux parti de Duplessis, l'Union nationale, dirigé maintenant par Daniel Johnson. Les séparatistes récoltent 10% du vote. L'année suivante, le Québec marque de façon grandiose le centenaire de la Confédération canadienne. Pourtant, certains invités se montrent difficiles à contenir. Charles de Gaulle, contrairement à la reine, soulève l'enthousiasme des Québécois. Mais il met le feu aux poudres en comparant son voyage au Québec à la libération de la France. L'encouragement qu'il donne au séparatisme du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal le forcera à abréger sa visite. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Le problème de la Constitution et du Canada, il va se régler au Canada. Mais dans le Canada, le séparatisme prend rapidement l'aspect d'un mouvement politique responsable. Ce mouvement s'étend même à l'Assemblée nationale du Québec, où un membre influent du Parti libéral provincial, René Lévesque, publie un manifeste réclamant des privilèges spéciaux pour le Québec. Non, ça m'a... Il sème la consternation parmi ses collègues libéraux, dont Eric Kierans. Robert Bourassa exprime l'espoir que le fossé puisse être comblé entre les libéraux et l'évêque. I was a bit encouraged this afternoon. I think the atmosphere was much better this afternoon. Dans le Québec, notre position à nous. Les libéraux laissent tomber l'évêque qui fonde son propre mouvement indépendantiste. Mais c'est au fédéral que l'élection suivante aura lieu, et Trudeau a déjà succédé au premier ministre Pearson. Trudeau prône l'unité nationale, il veut mettre fin au séparatisme. Il y a des gens qui craignent le mot confrontation, qui croient obtenir plus en cédant aux extrémistes. Je ne crois pas à cela. La veille de l'élection de 68, Trudeau vient à Montréal pour participer aux célébrations de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Pierre Bourgault et plusieurs autres séparatistes présents croient que Trudeau a trahi le Québec. Bientôt, des bouteilles lancées vers Trudeau atteignent les spectateurs dans la foule. Le tir des manifestants se précise. Et la police charge aveuglément dans la foule. Grâce à la télévision, des millions d'électeurs voient l'irritation de Trudeau qui refuse de se laisser chasser par les séparatistes. La bataille fait rage à ses pieds entre policiers et manifestants, tandis que le défilé continue comme si de rien n'était. À travers tout le pays, les Canadiens sont attristés par cette bataille de Québécois contre des Québécois. Et le lendemain, avec l'appui conjugué des Français et des Anglais, Trudeau remporte facilement l'élection à la faveur de la vague de la Trudeaumanie. Le
Le Canada anglais fait bien sentir à Trudeau qu'il attend de lui qu'il brise la vague séparatiste. Mais les partisans de l'évêque de Bourgault s'unissent, s'abordant pour toujours le bruyant aérien en faveur du nouveau parti indépendantiste plus grand et plus modéré, le Parti québécois. En tant que ministre libéral, l'évêque avait démontré qu'il pouvait diriger le Québec. Maintenant, indépendantiste et socialiste, il est élu chef du nouveau parti. Pour la première fois, le séparatisme devient une solution de rechange valable face au parti traditionnel. De plus en plus, sur le front syndical, indépendantisme et lutte syndicale sont associés. Les chauffeurs de taxi montréalais font la grève pour protester contre leur maigre salaire et l'insécurité d'emploi, ainsi que contre la Murray Hill anglophone qui monopolise le commerce lucratif du taxi aux hôtels et à l'aéroport. Certains chauffeurs entravent la circulation et sont arrêtés par la police. Mais bientôt, les policiers eux-mêmes sont en grève. Durant le jour, les rues de Montréal restent calmes, alors que les policiers se rassemblent à l'aréna Paul-Sauvé. À l'instar des autres travailleurs québécois, les policiers réclament la parité de salaire avec leurs confrères anglais de l'Ontario. Le maire Drapeau et Lucien Saunier, son trésorier, font figure d'exploiteurs. Ce soir-là, la violence et le pillage éclatent dans la ville laissée à elle-même. On venge ses vieilles rancunes. Le restaurant chic du maire Drapeau, le Vaisseau d'Or, est mis à sac. Les Montréalais craintifs s'abritent derrière leurs portes closes pour échapper au choc entre travailleurs et capitalistes. Les chauffeurs de taxi en grève et quelques sympathisants extrémistes attaquent les garages de la Murray Hill. Des gardes armés défendent les lieux. Il y a plusieurs blessés et un policier en civil est tué d'un mystérieux coup de fusil dans le dos. Parmi les blessés, on retrouve deux membres du FLQ, Marc Carbonneau et Jacques Lanctot. Pour ces deux-là, ce ne sera pas la dernière fois qu'on appellera l'armée canadienne au secours de Montréal. Ensuite, ce sont les travailleurs des postes qui dénoncent la façon dont le gouvernement fédéral traite les conducteurs de camions de la compagnie La Palme. Ceux-ci restent à Ottawa jour après jour, témoignage constant auprès du Parlement que tout ne tourne pas rond chez les travailleurs québécois. Mais il y a un autre problème, la survivance de la langue et de la culture française au Québec. Cette question soulève l'appui de beaucoup de gens qui ne sont même pas indépendantistes. Il y a de grandes manifestations contre le Bill 63 à Saint-Léonard. Les Canadiens français soutiennent que si on permet aux immigrants de parler l'anglais, la langue et la culture française vont se noyer dans l'océan anglophone de l'Amérique du Nord. Les immigrants insistent pour obtenir le droit à la langue de leur choix. Dans cette foule, on reconnaît un autre membre du FLQ, Paul Rose. Robert Shaw, un administrateur de l'université McGill, fait ensuite face au mouvement McGill français, qui réunit aussi plusieurs anglophones. Beaucoup de gens, sans être révolutionnaires, appuient ces mouvements, car les droits de la minorité anglophone au Québec ont toujours été bien mieux protégés que ceux des Français ailleurs au Canada. Et la justice envers la majorité française n'a même pas toujours été assurée. Vallière et Gagnon ne le savent que trop bien, eux qui sont finalement relâchés sous caution. Gagnon affirme par la voix de l'avocat Robert Lemieux qu'il continuera de travailler pour la réalisation de l'indépendance du peuple québécois. Ce sentiment est partagé par plusieurs artistes québécois.
1970, une élection provinciale capitale se dessine. Jean-Guy Cardinal sème la division au sein du parti de droite, l'Union nationale, maintenant dirigé par un Jean-Jacques Bertrand incertain. Pour la première fois, les indépendantistes voient l'occasion de prendre le pouvoir. Inquiets, les libéraux fédéraux se précipitent à l'aide de leurs confrères du Québec. Dans la province de Québec, mesdames et messieurs, Pierre Laporte et les deux autres candidats au leadership libéral croient que le Québec devrait demeurer au sein de la Confédération canadienne. Le plus expérimenté des trois hommes, Pierre Laporte, soutient que l'indépendance mènerait au désastre économique. Laporte fait bonne figure. L'ancien ministre de la Justice, Claude Wagner, partisan du Law and Order, réussit mieux encore. Mais le jeune technocrate, Robert Bourassa, rafle tout l'enjeu. Wagner démissionne du parti, tandis que Laporte accepte de rester et d'être le bras droit de Bourassa. Les créditistes du fédéral font leur début sur la scène provinciale. Le Parti québécois, avec à sa tête René Lévesque, s'y présente aussi pour la première fois. Jean-Jacques Bertrand tente de contenir les forces du changement. Mais ses partisans lui échappent, aussi bien vers la gauche du Parti québécois que vers l'extrême droite des créditistes. Et l'Union nationale croule sous les assauts bien organisés des libéraux, dont le slogan « Québec au travail » leur gagne le pouvoir facilement. Malgré un certain succès, le Parti québécois réussit beaucoup moins bien que ne le craignait le Canada anglais. Les 24% du vote qu'il obtient ne lui accordent que 6% des sièges. L'évêque, lui, perd son comté. Mais 7 autres deviennent les premiers membres de l'Assemblée nationale, élus sous l'étiquette indépendantiste. Que c'est une défaite qui a l'air d'une victoire, en fait. Plusieurs Québécois crurent que le Parti québécois avait été trahi par le système et que la démocratie ne fonctionnait plus comme il faut au Québec. En juin, on dynamita le ministère de la Défense. On s'attendait à d'autres représailles terroristes du FLQ, mais il ne se produisit rien avant le lundi 5 octobre. L'attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne à Montréal, James Richard Cross, aurait été enlevé il y a quelques instants de sa demeure par 4 hommes armés qu'on croit être des terroristes du FLQ. Il semble que les hommes se soient présentés à la résidence en voiture-taxi, prétendant vouloir offrir un cadeau à M. Cross. Ce cadeau était en fait une mitraillette et les hommes sont entrés de force dans la maison. M. Cross a été contraint de monter dans la voiture qui est partie aussitôt. On effectue en ce moment des recherches policières intensives en vue de retrouver la victime de cet enlèvement et ses ravisseurs. Nous avons reçu de ceux qui ont enlevé M. Cross, l'attaché commercial du gouvernement du Royaume-Uni, un communiqué mettant les autorités en demeure de se conformer dans les 48 heures aux exigences suivantes. Suspendre toute action policière. Publier intégralement un manifeste du FLQ. Libérer un certain nombre de prétendus prisonniers politiques et mettre ces prisonniers politiques dans un avion en direction de Cuba ou de l'Algérie. Ces exigences sont évidemment tout à fait déraisonnables, et ceux qui les ont posées ne pouvaient s'attendre à ce qu'on les accepte. Il serait superflu de dire qu'elles ne seront pas satisfaites. Le gouvernement et la cellule Libération du FLQ se disputent les heures d'antenne à la radio et à la télévision, dans un débat tragique sur la vie de James Richard Cross. Le nombre des communiqués provenant des ravisseurs provoque un afflux de messages télévisés de la part des autorités. Il s'agit d'une personne innocente qui n'a aucune responsabilité que ce soit dans nos problèmes internes et que l'on détient comme otage. C'est la pire forme de chantage qui existe.
Cet échange continue et les délais sont dépassés les uns après les autres. Les gouvernements sont prêts à envisager tous les moyens possibles de sortir de cette impasse. On reçoit la preuve que Cross est toujours vivant. Je demande instamment à ceux qui détiennent M. Cross de laisser leurs sentiments humanitaires prendre le dessus sur leurs aspirations politiques, aussi mal dirigées qu'elles soient.